Et donc maintenant, c'est le temps d'échange avec le public. Donc Alain Messonnier, donc je suis directeur général adjoint à la Société des Eaux de Marseille et en charge de l'international et des partenariats. Et depuis hier soir, membre du bureau de Africa Link. Et donc je suis également président des conseils du commerce extérieur de la France pour toute la région. Et donc ma vocation au sein d'Africa Link, ça sera de faire connaître Africa Link auprès des centaines de conseillers du commerce extérieur en Afrique, et de manière à relayer cette magnifique idée. Mais la question que j'ai à poser ce soir, donc en tant que responsable du développement international de la Société des Eaux de Marseille, on travaille beaucoup, surtout au Maghreb, mais depuis 2-3 ans aussi en Afrique, en Amérique latine. Et moi j'ai un vœu maintenant. Je vous ai entendu, j'avais déjà entendu un certain nombre d'entre vous qui vivent ici à Marseille, dont un est présent demain, et qui développent, grâce à Marseille Innovation, leurs nouvelles expériences numériques. Et quand on a fait le Forum mondial de l'eau à Marseille en 2012, donc M. Fauchon, qui était président du Conseil mondial de l'eau et président du Forum, avait dit l'eau potable avant les portables. Et pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je lui dis, Monsieur le Président, non, c'est l'eau potable avec les portables. Donc comment, justement, pouvons-nous imaginer demain, rêver d'une Afrique où tout le monde aura accès à l'eau potable et à l'assainissement grâce aux nouvelles technologies? Donc moi, ce que je vous propose, c'est un défi. Je lance un défi à toute la jeunesse africaine du numérique en disant, nous sommes intéressés par le numérique qui va permettre à l'Afrique d'améliorer son taux d'accès à l'eau et à l'assainissement. Merci. Il y a une start-up qui devait intervenir demain, qui n'a pas eu son visa, parce qu'il y a eu beaucoup de participants qui ont été bloqués à cause des visas. De Côte d'Ivoire, qui a développé une application dans le Green Tech, et une application qui digitalise la collecte des ordures ménagères à Abidjan. Et c'est une application citoyenne, et de plus en plus de start-up africaines s'engagent notamment pour résoudre des problèmes dans les secteurs essentiels. Et donc malheureusement, j'aurais adoré qu'il soit là pour témoigner, mais il n'est pas là. Et je pense à un exemple, j'ai été jury il y a quelques semaines du prix Orange de l'entrepreneuriat social, et une start-up dans ce domaine avait attiré mon attention, qui s'intéressait justement à la problématique d'accès à l'eau potable en aidant les compagnies nationales à en fait déployer des compteurs prépayés grâce à des solutions de paiement mobile comme par exemple Orange Money, ce qui peut paraître accessoire vu d'ici, mais qui est en réalité essentiel, parce que ces compagnies-là, comme elles ont énormément de mal à collecter les paiements, elles ont également énormément de mal à investir d'une part, et deux, comme ce sont des compteurs qui sont intelligents et qui sont connectés, il y a une détection des fuites qui permet aussi d'éviter, en général il y a jusqu'à 60% de l'eau qui est perdue en fuite sur des réseaux en Afrique de l'Ouest et notamment en Guinée, et du coup c'est une start-up qui s'intéressait à cette problématique, qui a été sur le podium, qui n'avait pas été lauréate parce qu'il y avait énormément de jeunes gens talentueux, mais je pense que de plus en plus vous voyez des acteurs sur ce sujet de la clean tech, et je pense également à Women in Africa en septembre, où il y a eu un lab dédié à l'eau, dont des conclusions ont été partagées et sont visibles maintenant sur Internet, avec quelques startups qui s'intéressent à cette problématique non seulement d'accès à l'eau, mais aussi d'incubation de startups qui s'intéressent à la thématique de l'eau, que ce soit en préservation, dans des milieux où c'est rare, ou en développement de modèles économiques, ou en développement de compteurs prépayés ou de solutions de prépaiement, comme je viens de l'indiquer. L'espoir est permis. Et parmi nos startups, on a une startup justement dans le secteur de l'eau qui est présente, qui est dans la téléirrigation contrôlée dans le Sahel avec le Big Data, et qui intervient demain sur le panel de l'innovation inversée qui s'appelle Tech Innov, Abdou Maman qui est au fond. Et à mon avis, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez échanger. Sa start-up fait reverdir le désert et est utilisée par plusieurs milliers de fermiers au Niger. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah bah voilà, je pense qu'il veut intervenir. Voilà, il veut témoigner. Abdou Maman. Tech Innov. Merci Samir, merci l'assistance. Monsieur Massonnier, on se connaît bien. J'étais à Marseille ici il y a en 2013 pour le forum justement de l'eau, pour le forum mondial de l'eau. Et aussi il y a
3 ans. En 2015, on s'est croisés lorsque Fauchon, dont vous parlez, le président de l'eau et le président de Marseille, me remettaient le prix mondial de l'eau pour la gestion efficace de la ressource en eau pour l'irrigation. Effectivement, dans le domaine de l'eau, c'est une opportunité énorme que nous avons avec les téléphones de pouvoir maîtriser la ressource en eau. Peut-être ici, du côté du sud, le problème ne se pose pas. Du côté du nord, le problème ne se pose pas. Mais au sud, en réalité, la ressource en eau est une denrée rare. Il faut trouver des mécanismes assez pointu et assez précis pour pouvoir la gérer. Nous avons développé un concept, certes, dans le domaine rural où il n'y en a pas une adduction d'eau potable normée, mais nous voulons amener le monde rural à pouvoir utiliser et à distance à piloter le système d'irrigation dans le désert, dans le milieu rural, pour avoir une optimisation de l'eau avec des capteurs et avec des big data pour qu'on renseigne l'intéressé sur la quantité d'eau, sur la déperdition de l'eau, sur tout ce qui s'ensuit en termes de gestion de l'eau. Et je remercie bien la Marseillaise de l'eau parce que c'est un partenaire qu'il fallait maintenant ressusciter. Le partenariat que nous avons parlé en Corée du Sud lorsque son président me remettait le trophée du prix mondial. Je remercie aussi Orange qui s'intéressait à cette partie de la gestion de la ressource en eau parce que nous étions avec la même application le premier prix de l'entrepreneur social en Afrique organisé par Orange. Donc c'est pour vous dire que la gestion de l'eau est au cœur de la thématique en Afrique et c'est une problématique que toutes les entreprises ont à cœur, mais c'est à nous jeunes de relever ces défis et de pouvoir porter haut la croissance à travers l'eau, à travers le téléphone. Et mieux, comme l'avait dit un des intervenants, nous voulons amener que le téléphone soit un outil de production, pas un outil de communication seulement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Vanessa Doevanucci. Je pilote un accélérateur ou un centre de bioinnovation qui a pour mission de lier tout ce qui est numérique et santé biotechnologie. Et en fait, on recherche des partenariats parce qu'on a la certitude que les startups et les innovations que développent ces startups peuvent être échangées en dehors notamment de tout ce qui est financement par les big pharma. Et effectivement, on a certaines startups qui ont des solutions un peu spécifiques puisque comme le pourtour méditerranéen, l'Afrique a des spécificités en sciences et en solutions médicales et certaines sont médiées par le téléphone. Et je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse nouer certains partenariats ou en tout cas qu'on se connaisse et qu'on fasse connaître nos startups et qu'elles puissent échanger parce que je pense que vous avez des solutions qui pourraient nous servir et réciproquement. Voilà, donc je voulais pouvoir vous donner cette opportunité-là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, Hervé Lévite, je travaille dans l'administration de l'environnement ici à l'Adréal et précédemment à la Banque mondiale dans cette maison précisément. Ma question, j'ai pas trop entendu l'aspect en termes de formation, vous avez parlé de formation, mais en termes d'échange entre universités, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les start-upers ? Est-ce que les universités africaines sont dotées d'entités en quelque sorte pour accueillir les startups, et est-ce qu'il y a, avec l'université d'Aix-Marseille, qui est quand même une université très prestigieuse, une coopération très importante entre des structures de type doctoral ? Je crois qu'à Ouagadougou, il y a un centre d'excellence de ZIE à l'université. Oui. Si tu veux en dire un mot. Ouais. Oui, je pense qu'il y a je parle de Ouagadougou. Il y a une université, c'est pas une université, mais c'est un institut technologique qui s'appelle les 2IE. Je pense qu'ils ont un incubateur qui accueille des startups. Mais encore une fois, c'est le même problème qui se pose, le problème du financement de ces startups. Ma question était plus les liens entre des universités du Nord et des structures de formation du Sud. Il y a Kedge qui a développé des partenariats avec Dakar et qui en prévoit avec Abidjan, qui souhaite intervenir sur cette question.
Je pense qu'on peut creuser ensemble d'ici demain. J'ai connaissance au Maroc d'une initiative, donc c'est une grande école d'ingénieurs qui est certifiée Fab Lab par le MIT, qui non seulement est un fleuron au niveau africain, mais qui gagne beaucoup de concours mondiaux. Et je pense qu'il y a énormément de velléités d'implantation de campus d'écoles de commerce françaises en Afrique, dont certaines comme celle de Bordeaux ou bien sûr celle de Kedge. Il faudra qu'on voit dans l'absolu comment est intégrée la dimension entrepreneuriale. De mon point de vue, quand j'étais directeur général en Côte d'Ivoire, il a fallu justement se poser la question d'avoir des étudiants directement employables sur les métiers du digital. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, ce n'était pas forcément de se tourner vers des écoles de commerce en France, ça a été de se tourner vers des écoles locales. Donc, par exemple, en l'occurrence, j'avais un partenariat avec l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, qui est aussi en partenariat avec Polytechnique France, au final, avec un espèce de graduate programme sur le digital. Et j'en ai recruté une dizaine en interne, qui sont aujourd'hui des responsables de distribution, des directeurs d'entrepôt, etc. Et une dizaine ont aidé à rendre ce qu'on va dire e-commerce ready, des vendeurs qui n'auraient pas eu la capacité d'opérer leur site parce qu'ils n'étaient par exemple pas lettrés, alors qu'ils avaient des super produits et de super prix. Donc je pense qu'il n'y a pas un type de partenariat pour arriver à adresser ces questions-là. Il y en a plusieurs et on peut se renseigner collectivement d'ici demain pour pouvoir apporter d'autres exemples plus probants. Il y a Abdou Maman qui souhaitait intervenir. Je vous remercie. Je voulais juste apporter une contribution toujours dans le domaine du partenariat interuniversitaire. Nous, notre technologie a eu la chance ou l'honneur d'être cooptée par l'Université de Montréal et l'Institut de Membrane en partenariat effectivement avec le 2IE de Ouagadougou pour pouvoir pousser la recherche dans le domaine et avec l'Université de Niamey, pousser la réflexion dans le domaine de la digitalisation de l'agriculture, notamment cette maîtrise de l'eau avec des capteurs et des big data avec une traçabilité sur des années. Et donc ce partenariat est en train de se développer et nous sommes présentement... nous avons ensemble mis en place une unité de recherche et développement au niveau du BIC de Montpellier pour pouvoir faire avancer. Et comme je l'ai dit, on est dans un cadre partenarial. Notre porte avec l'Institut de Membrane de Montpellier, tout est ouvert. On pouvait encore accueillir d'autres partenaires universitaires pour davantage mettre le téléphone au cœur de la gestion de l'eau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, Marie-Thérèse Laguerre, je suis de la Société des eaux de Marseille, c'est dire notre intérêt pour l'Afrique. J'ai juste une question, est-ce que vous estimez que les Africains participent assez, financièrement s'entend, au développement de leurs start-up? Est-ce qu'elles se sentent investies à les faire rayonner, à les faire grandir et à les faire passer de statut de start-up à des statuts d'entreprise et d'entreprises qui emploient de plus en plus sur leur territoire? Plutôt des Africains en tant que citoyens africains et de leur capacité à venir investir sur des sujets qui leur sont propres et dans des entreprises qui sont de chez elles. Je pense que c'est une question large, donc on va avoir une réponse à géométrie variable. Forcément, nous sommes des entrepreneurs qui adressons des besoins de clients africains. Donc la participation de ces clients en termes d'usage, elle est forcément très importante parce que nous sommes forcément dédiés à leur apporter des solutions digitales, que ce soit dans du e-commerce comme je l'ai indiqué, dans de la réservation d'hôtels ou de livraison de repas. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on passe du côté financement par exemple, moi j'ai été toujours très surprise de constater qu'il peut y avoir un discours toujours absolument enthousiaste dans le financement des entreprises africaines par des financeurs africains. Et c'est pour ça que je salue l'initiative d'Oumar avec Teranga Capital ou Komoe Capital et IEPO Global qui essaie de lancer des fonds avec des investisseurs et des bailleurs de fonds africains. Mais c'est vrai que c'est encore trop rare. Moi, je sais qu'on m'a souvent reproché, en tant que membre du comité exécutif de Jumia, d'avoir un actionnaire original qui était européen, même si aujourd'hui, le capital de Jumia est détenu majoritairement par MTN, qui est une entreprise africaine, sud-africaine en l'occurrence. Mais il faut aussi être hyper pragmatique parce qu'au moment où on va
toquer aux portes pour des levées de fonds, en fonction des tailles de tickets, juste en fonction des velléités à entreprendre et donc à prendre un risque. La réussite n'est pas toujours escomptée. En revanche, je pense qu'il faut saluer des initiatives au-delà des fonds qu'on vient de citer, comme Tony Elumelu, qui est un milliardaire nigérien, qui finance 1000 entrepreneurs avec sa fortune personnelle, sa propre balance sheet, avec pour objectif de bâtir des champions digitaux africains. Il nous en faut plus, et il faut surtout qu'on continue de joindre le verbe, le geste à la parole, autant pour moi, pour vraiment traduire tout cet enthousiasme par des actions probantes, notamment dans le domaine du financement. Je vais laisser Omar compléter, parce que vous connaissez son parcours, et je suis sûre qu'il aura un point de vue pertinent. Merci, Fatoumata. Merci beaucoup, Fatoumata. Comme elle a dit, je pense que les Africains contribuent aujourd'hui de plus en plus au financement, mais il faut se dire aussi une chose, que culturellement, les Africains étaient plus, quand on parle d'entreprise, dans le trading et dans l'immobilier. Et on ne peut pas leur reprocher ça de manière historique du fait que nous sommes dans des écosystèmes où il est extrêmement compliqué pour un entrepreneur de se développer de manière pérenne. Il y a très peu d'entreprises qui ont réussi à passer d'une génération à une autre. Je prends toujours, je pense, l'exemple d'une petite entreprise que j'ai visitée à Avignon il y a 3 ou 4 ans, de 3 ou 4 personnes, et c'était la 3e génération. En Afrique, si ce n'est pas vraiment dans l'informel ou ce n'est pas le bijoutier du coin, si ce n'est pas, etc., vous ne verrez pas ça. Et donc, les gens, du fait que c'est difficile, vont continuer à mettre de plus en plus de l'argent dans l'immobilier. Quand vous venez à Dakar, vous ne pouvez pas vous dire que c'est une ville pauvre, pour ceux qui connaissent Dakar, tellement l'immobilier est développé, parce que les gens ne mettent de l'argent que dans ça. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on voit que avec l'écosystème qui est en train de se structurer de plus en plus, avec des entrepreneurs qui sont en train de se développer, avec des fonds locaux qui sont en train d'être mis en place. Par exemple, pour notre fonds, nous avons eu à avoir comme investisseur l'État. Nous avons pu avoir comme investisseur l'État via un fonds local. Nous avons pu avoir une société d'assurance locale créée par des entrepreneurs locaux. J'ai investi dans ce fonds-là. Et nous avons pu avoir 2 autres individuels qui ont mis leur argent et qui ont mis plus d'une centaine de millions dessus. Pour dire qu'on est en train de basculer. Et nous n'avons même pas cherché très loin quand nous avons voulu lever ces fonds. Les premières portes auxquelles on a tapé pour lever, ces personnes ont répondu automatiquement favorablement. Et en tout cas, quand je lançais ce fonds-là, ce que je cherchais dans cela, c'est de créer un modèle qui pourrait inspirer d'autres. J'espère que dans les mois, dans les années à venir, on va avoir 3, 4, 5 fonds. Il y a un autre fonds qui est en train de se lancer par des Sénégalais, un fonds qui va aller jusqu'à 50 millions d'euros, mais qui intègre aussi des capitaux étrangers. On a des capitaux français dessus, mais des capitaux locaux. Cela va se faire. Il faut se dire que nous venons d'assez loin. Les choses sont en train de prendre forme. L'Afrique a vécu pendant une dizaine d'années une période assez compliquée en termes de croissance. On a rarement dépassé 1% pendant 10 ans. Aujourd'hui, Fatoumata en parlait, on est sur des 6, 5, 7 de manière pérenne. On est en train d'aller vers un autre cap et les gens vont suivre. La classe moyenne se développe de manière incroyable et ces gens-là ont envie d'investir. Quand vous prenez le cas de Baïsedo aujourd'hui qui va présenter son projet demain, il va lancer des fermes, en tout cas des projets agricoles. Et les gens qui vont financer ces projets, c'est des employés des entreprises locales. Chacun va mettre un peu. Et ensemble, ils vont développer des initiatives locales. Et pour moi, c'est des beaux exemples de financement qui commencent à se développer en Afrique. Merci beaucoup. Le fonds que tu mentionnais, c'est Tidjane. C'est Partech. Ouais, Partech. Tidjane Dème, qui est l'ancien patron de Google en Afrique. Qui nous avait fait l'amitié qui devait venir et qui a eu un empêchement et malheureusement il ne peut pas participer à cette édition, mais on a de l'espoir pour les prochaines. En tout cas, il avait très envie de venir. Est-ce qu'il reste du temps il reste du temps pour une dernière question.
Voilà, donc de toute façon, le temps d'échange va se poursuivre pendant le cocktail qui a lieu juste après. Et là, vous pourrez échanger des cartes de visite, esquisser des premiers partenariats. Et demain, ce sera le prolongement. Là, c'était une avant-première. Demain, ce sera le prolongement de tout ça. Il y aura une session inaugurale, donc la première session qui va démarrer à 8h45, vraiment sur la révolution numérique africaine, où les champions, les start-upers vont prendre la parole. Ensuite, une session où là, on fait pitcher l'écosystème local devant les startups africaines, Marseille Innovation, P-Factory, le Carburateur, l'incubateur de la Belle de Mai, qui vont présenter leurs propositions de valeur devant les startups africaines. Et la dernière session de clôture sur l'innovation inversée, où là encore, des startups venues d'Inde, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi l'Inde. L'idée, c'est vraiment de positionner le territoire sur plusieurs continents, qui vont présenter leurs innovations venues du Sud comme des solutions pour demain. Voilà. Je vous remercie à tous, merci pour votre attention, merci pour votre participation. Merci à nos panélistes, à Jean Rouata, Zakaria Dabon, Fatoumata, Yves Parent, Laurent Collin et Omar Cissé. Merci à tous.